à partir du moment où tu fais une friche industrielle, tu as une carte de visite. Et lorsque tu vas voir les mairies, tu vas voir les institutions, tu vas pouvoir récupérer des dossiers un peu partout. Moi, en Île-de-France, je récupère des dossiers qui ont été rachetés par l'EPF, l'établissement public foncier, pour aller faire des projets. Derrière, c'est laissé à l'abandon. Ils s'amusent à faire des rêves parties dans les bâtiments. Ils cherchent des bâtiments vides, des locaux vides, ils vont les visiter dans la semaine et si c'est OK, ils organisent une rêve party et du jour au lendemain, tu vois 4000 personnes, 3000 personnes dans ton bâtiment et ton bâtiment, ils vont te le retourner. Écouter, bouger, faire du relationnel, créer du réseau et s'entourer, s'associer. Ça aussi, c'est important, c'est s'associer. Les plus grands s'associent. Les petits ne partagent pas, ils sont individuels, mais les plus grands, plus on va grandir, plus on va gagner, plus on s'associe. Moi, plus je vais faire de deals, plus je vais m'associer. Et je m'associe facilement avec des personnes avec qui je n'ai aucun lien. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Ça fait un bail, le podcast pour lancer votre projet d'investissement immobilier. On parle aussi de side business, on parle aussi de business dans l'immobilier. Là, on va parler pas mal de marchands avec Nassim. Salut Nassim. Salut. Et hyper heureux de recevoir Nassim Boukrou parce que c'est déjà une niche qu'il a beaucoup travaillé et dont on n'a jamais parlé sur le podcast, c'est les friches industrielles. Comment tu achètes des anciennes usines, c'est ça? Bien sûr, qui sont obsolètes. Qui sont obsolètes et t'en fais. Des petites surfaces pour les TPE, pour les PME. Ok. Des nouveaux lieux de travail pour les petites boîtes qui ont besoin de surface. Génial. Nassim, il a commencé petit comme tout le monde, mais par contre, aujourd'hui, il a fait des grosses OP. Il me disait en off qu'il avait même acheté un moment Un quartier complet. Ouais, j'ai acheté un quartier complet sur Roubaix, 60 000 mètres carrés. Complet, voilà. Que j'ai développé. Et on va parler un peu, je crois que le maire n'était pas très... Ouais, j'avais l'adjoint au maire qui n'y croyait pas du tout, qui me dit écoute Nassim, tu vas droit dans le mur, ton dossier je n'y crois pas du tout, ils n'ont jamais mis d'énergie. Et au final, le dossier a réussi, le projet a fonctionné. On va vous parler de Voilà, ton projet et comment retourner l'opinion publique. Et ce qui est intéressant, c'est que mon père travaillait dans cette usine. Tu vois, donc, c'était une ancienne usine de textile. Mon père travaillait dans cette usine, donc c'est important pour moi de redonner vie à ce lieu qui est emblématique pour beaucoup de Roubaisiens, beaucoup de gens du Nord. Génial. Bah écoute, très heureux de parler un petit peu de ton parcours en premier lieu. Et après, on va rentrer justement sur des OP. On va essayer de parler aussi de chiffres, évidemment. On donne toujours des chiffres. Voir si ça peut en inspirer d'autres. Moi, j'aime beaucoup Lille et la région du Nord. J'ai étudié à l'IESEG. Tu dois peut-être connaître à Lille. Donc, voilà un peu le schéma de cet épisode. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en nous disant vraiment un peu d'où tu viens, justement. C'est quoi qui est Nassim? Je m'appelle Nassim Boukrou, je suis un vrai nordiste. Je suis né à Croix, près de Roubaix. J'ai vécu toute ma jeunesse sur Roubaix, un secteur que j'affectionne parce que même j'ai fait un peu le tour du monde, j'ai voyagé beaucoup et au final, je suis quasiment toutes les semaines sur Roubaix pour faire des affaires sur Roubaix et pour me connecter aussi parce que le Nord, voilà, c'est un peu comme Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà, quand t'es dedans, tu comprends le truc et voilà, exactement. Donc c'est un peu magique pour moi. Et je réalise des opérations. Aujourd'hui, je suis marchand de biens. Avant d'être marchand de biens, j'ai eu une boîte d'énergie renouvelable. Une boîte d'énergie renouvelable où je gagnais très bien ma vie. Mais une boîte où j'ai préféré arrêter cette activité, vendre mon activité pour me recentrer sur moi-même. Parce que avoir beaucoup de salariés, c'était pas un modèle économique qui m'intéressait. Et j'aspirais, pompe à chaleur, panneau solaire. Et j'aspirais à créer en fait de la valeur et de la vraie valeur avec évidemment changement de friche industrielle, changement d'affectation pour aller créer de l'emploi et pour avoir quelque chose qui va dépasser une activité classique. Okay. Donc voilà, pour moi, le marchand de biens, c'était synonyme de liberté parce que j'avais une activité qui me permettait tout simplement de voyager un peu partout, mais surtout aussi de ne pas avoir de limites. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui te dérangeait sur les pompes à chaleur de base, tu te dis que c'est quelque chose de... Je l'ai fait pour gagner de l'argent. Ça va dans le bon sens, normalement. Ça va dans le bon sens, mais lorsque c'est chez le particulier, lorsqu'il y a des aides de l'État, il y a toujours, entre guillemets, des prix qui sont mirobolants, on doit suivre le marché. D'accord. Pour moi, ce n'était pas un marché qui était encore prêt. À la limite, j'aurais pu être intéressé à développer du B2B avec des professionnels, mais on arrivait trop tôt. Donc, c'est quand même il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, j'arrivais vraiment trop tôt pour le B2B. Et je préférais m'orienter vraiment sur un modèle qui m'affectionne, qui me passionne. C'était vraiment l'immobilier et la pierre. Ok, trop bien. C'est quoi tes premiers pas dans l'immobilier du coup? Est-ce que tu l'as fait pendant cette boîte dans l'énergie ou après Je l'ai fait naturellement pendant cette boîte. Quand tu gagnes bien ta vie, tu cherches à t'acheter un appartement. Ensuite, tu cherches à t'acheter des bureaux. Ensuite, tu cherches à agrandir tes bureaux, il te faut un dépôt.
Et naturellement, tu achètes et tu revends 2 ans après où tu empoches 50% de marge, 80% de marge. Tu dis waouh, mais en fait, avec une opération de marchand de biens, je vais gagner autant qu'avec 1 ou 2 ans de travail acharné avec des centaines de salariés. Ouais. Donc, c'est surtout là-dessus que je me suis réorienté. Je me suis dit, Nassim, t'es pas dans la bonne voie, concentre-toi sur l'immobilier et tu vas tout exploser. Donc toi, tu as toujours fait du marchand ou En fait, je l'ai fait presque? indirectement, tu vois, parce que quand tu es sur Roubaix, c'est toujours la débrouillardisme. Ouais. Tu vois, tu viens d'un secteur où, entre guillemets, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on doit se débrouiller pour survivre, pour vivre et pour avancer. Donc, toujours le système D et acheter, j'ai toujours acheté en fouinant, en cherchant vraiment des bons coups. J'ai jamais acheté au prix du marché, ça ne m'intéressait pas du tout, vraiment faire la différence. Et naturellement, je revends, je gagne de l'argent et je me suis dit, ben, je vais m'y prendre, je vais prendre goût à acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. Et après, derrière, c'était copier-coller, copier-coller, copier-coller. Ok. Donc, au début, c'était vraiment des petites opérations. J'achetais des opérations à 150 000 euros, 200 000 euros, 250 000 euros. Et je me suis dit, Nassim, au lieu d'aller scaler des petites opérations, pourquoi pas aller chercher et viser beaucoup plus gros, beaucoup plus important. Et j'ai changé de paradigme à partir du moment où je suis parti vivre sur la Côte d'Azur. Entre-temps, je suis parti un peu vivre sur Dubaï. Je suis arrivé sur la Côte d'Azur, j'ai vu les marchands de biens, ça n'avait rien à voir avec le nord de la France. Ils allaient sur des plus gros deals et j'essayais de comprendre comment ils faisaient et qu'est-ce qu'il fallait faire et surtout qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Donc je me suis beaucoup inspiré. Voilà. Je me suis beaucoup inspiré de marchands talentueux. J'ai essayé de comprendre leur modèle économique. J'ai essayé de comprendre aussi comment je pouvais aller percer mon marché et quelle niche je devais aller exploiter. Parce que lorsqu'on fait du marchand, il y a deux façons de le faire. Soit je vais être un marchand classique où j'achète, je revends avec une petite marge. Ou soit je vais aller vraiment tout exploser, je vais aller chercher de très grosses marges et je vais aller percer des niches pour faire la différence. Et c'est ce que je voulais faire. Ok. Comment tu t'es formé? Comment t'as appris personnellement? Avec les autres. Ouais. Je me suis appris avec les autres, avec les erreurs d'autres marchands, avec les réussites aussi d'autres marchands qui ont réussi. Évidemment, on ne peut pas aller prendre leur savoir sans rien en retour. Donc, j'ai commencé à m'associer, je leur ai apporté des deals. Dans un premier temps, j'ai essayé de comprendre, j'ai rendu beaucoup de services. J'ai rendu vraiment beaucoup de services à des gros marchands. Je leur ai montré aussi ma valeur ajoutée, c'est vraiment d'aller sur le terrain, d'aller sourcer. Parce que ma force, comme j'ai fait comme j'avais une boîte d'énergie renouvelable, on faisait du porte-à-porte à l'époque. Ouais. Tu vois, porte-à-porte, il fait moins de 2 degrés, tu t'en fous, tu vas toquer aux portes entre midi et 2. Ben, c'est le meilleur moment pour choper les gens Ouais. et tu prospectais. Donc pour moi, j'ai aucune difficulté à aller prospecter sur le terrain. Et c'est là où je faisais la différence parce qu'ils avaient l'habitude de travailler sur un canal classique d'agents immobiliers, maîtriser les agents immobiliers locaux pour aller récupérer toutes les affaires en amont. Et ben moi, je passais devant leurs agents puisqu'ils allaient récupérer en amont les produits avant qu'ils sortent du marché. En direct du coup avec En le direct, propriétaire. en création de projet, en création vraiment de projet. Je Ok. visite un immeuble qui n'est pas encore en vente, mais le mec veut vendre peut-être maintenant, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 9 mois. Le mec, je ne le lâche pas pendant 9 mois. Ouais. Parce que je veux récupérer le deal avant tout le monde, en avant-première. Si aujourd'hui tu es jeune et tu veux justement te lancer, tu dirais que c'est ça la force que tu as, c'est d'aller sourcer en porte-à-porte, d'aller justement peut-être donner des coups de main ou d'aider des plus gros marchands qui te permettraient de rentrer dans ces cercles-là. C'est ça les conseils. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut se lancer sur ce sujet des marchands de biens? Il faut bouger. On n'est pas des arbres. Ouais. Il faut bouger. Il faut bouger partout. Il faut aller où il y a des opportunités. C'est-à-dire, si vous êtes dans un secteur où il y a peu d'opportunités, allez apprendre des autres. Après, vous allez revenir sur votre secteur, vous allez trouver votre niche, mais il faut savoir bouger. Il faut être mobile. Il faut aller chercher des opportunités où elles sont. Et il faut aller s'inspirer aussi de personnes qui réussissent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui a réussi et aussi les marchands qui ont fait des erreurs. Parce qu'il y a des gros marchands qui vont monter, mais un jour ou l'autre, c'est la loi de Murphy. Ils vont redescendre. Donc, il faut savoir pourquoi ils sont descendus, quelles ont été leurs erreurs, et apprendre de leurs erreurs, c'est vraiment important. Donc, écouter, bouger, faire du relationnel, créer du réseau et s'entourer, s'associer. Ça aussi, c'est important, c'est s'associer. Les plus grands s'associent. Les petits ne partagent pas, ils sont individuels, mais les plus grands, plus on va grandir, plus on va gagner, plus on s'associe. Moi, plus je vais faire de deals, plus je vais m'associer. Et je m'associe facilement avec des personnes avec qui je n'ai aucun lien. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de m'associer avec quelqu'un que je ne connais pas, mais qui va vibrer à la même fréquence que moi, qui va envoyer, qui est bosseur, qu'avec un ami d'enfance. Bon, écoute, moi ça m'intéresse, je t'invite pas pour rien, c'est que Bien sûr. en ce moment on est en 2025, on est en juillet 2025, peut-être que vous écouterez ce podcast dans 3 ou 4 ans, mais juillet 2025, moi j'ai fait du locatif, le château il est enfin en train de tourner, maintenant j'aimerais tester cette activité. J'ai un peu
truc que toi. Moi, j'ai commencé sur le porte-à-porte aussi quand je voyageais, je t'en parlais en off. Bah, je faisais du porte-à-porte de restaurants, quoi. Donc, il me fallait que je chope les managers des restos pour leur vendre ce que j'avais à leur vendre. Et ça m'a bien débloqué. Et j'ai fini par aimer ça, tu vois, ce truc de... Mmh. Souvent, cette compétence d'ailleurs de la vente pour les entrepreneurs, c'est la compétence qui manque pour la réussite. Et moi, j'ai eu cette chance-là, c'est que j'avais déjà appris ce truc-là. De Euh, créer la valeur. de créer de la valeur, mais surtout d'aller, de pas avoir peur de se prendre des murs, tu vois. Et je pense qu'en marchant, c'est hyper important. Euh, donc, plutôt que de prendre un exemple farfelu de quelqu'un d'autre, d'un jeune, comme on essayait de le faire tout à l'heure, euh, moi là, j'ai 31 ans, je veux me lancer en marchand. Mmh. Euh, j'ai un petit peu de capital, mais pas mirobolant, parce que je réinvestis beaucoup dans mes business. Ce serait quoi les premières étapes? Euh, Tu parlais de zone, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est la première étape, c'est de commencer à sourcer, mais comment je sais justement quelle est la zone où commencer Première, à me défendre? première étape, c'est tu dois comprendre, tu dois visiter avant tout des opérations à succès. Tu dois essayer de comprendre le modèle économique. Tu dois aspirer en fait tout le savoir, toutes les connaissances sur le terrain et pas derrière un écran, sur le terrain. Tu Ok. dois aller sur le terrain, tu dois essayer de comprendre des opérations qui ont été faites, des millions d'euros qui ont été générés, pourquoi ça a fonctionné et tu dois aussi visiter des opérations où ça a été un flop pour comprendre tout ce qu'il faut faire, mais surtout aussi tout ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Après, évidemment, tu vas aller chercher ta niche. C'est-à-dire que chacun va avoir sa niche. On a des personnes qui vont faire des appartements, on a des personnes qui vont faire des immeubles, on a des personnes qui vont faire des terrains, on a des personnes qui vont faire de la belle villa haut de gamme, on a des personnes qui vont faire des friches industrielles. Et ça va être ta niche. Tu dois avoir une niche où tu vas tabasser ta niche. Ok. Et après, derrière ton secteur. Tu dois maîtriser ton secteur. Et évidemment, tu peux bouger. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je travaille partout en France. Je ne peux pas maîtriser tous les secteurs, c'est faux. Par contre, je m'associe avec des personnes qui vont maîtriser, eux, le secteur. Après, évidemment, il y a des éléments clés qui ne trompent pas. Ça va être évidemment la démographie, le passage, la zone aussi, la zone près d'une très grande ville. On peut être près de très grosses agglomérations, près de frontières, ou derrière, on sait qu'il y a des activités économiques assez importantes. Et c'est là, c'est sur ces zones-là qu'on va venir mettre notre énergie et notre Ok. focus. Donc, tu peux nicher par rapport au type de produit. Donc, j'imagine que c'est, on en a déjà parlé sur ce podcast, mais de la division foncière ou peut-être de la surélévation, justement des friches industrielles. Voilà. Ça, c'est niché par le produit, mais tu dois aussi nicher par la géographie et aller connaître très bien une zone ou Oui, bah, c'est quoi les différentes manières de nicher, quoi? en fait, par exemple, tu veux pas aller entre guillemets dans des zones un peu low cost. Quand je dis low cost, Ouais, c'est attention, mes mots ils sont un peu crus, ouais, mais des zones où le foncier, le prix du mètre carré est assez faible. ouais. Bah, lorsque le prix du mètre carré est assez faible, moi je vais aller chercher de très grosses surfaces, comme des friches industrielles ou de très gros immeubles Ok. ou d'anciens hôpitaux, peu importe, de très grosses surfaces, où derrière je vais faire un réemploi, je vais souvent diviser, je ne vais pas faire de travaux, je vais souvent diviser parce que le prix du mètre carré est trop faible pour que je puisse faire des travaux et le but c'est vraiment d'être très Ouais. liquide. Donc je découpe, j'achète des gros gâteaux, je vais découper, je vais vendre des parts et ça va être plus mon intellect et des pirouettes intellectuelles pour dire avec qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais créer derrière. Mais lorsqu'on est dans des secteurs où il y a de très grosses valeurs ajoutées, évidemment, Paris Intramuros, 6e, 8e, la Côte d'Azur, Cannes, tout ce qui est la périphérie, la couronne de Monaco, Saint-Tropez, là on est vraiment dans du haut de gamme, là on peut se permettre d'aller faire du travaux. Et derrière aussi, il faut aussi avoir, c'est une niche dans la niche. C'est-à-dire que, par exemple, sur Cannes, on a des quartiers, il y a des personnes qui vont investir que dans certains quartiers, et dans certains quartiers, ça va être certaines résidences, Ouais. et dans certaines résidences, certains étages, et dans certains étages, certains types d'appartements, et il faut connaître sa niche. Pourquoi derrière, soit on peut être dans l'extra-luxe, soit on peut aller vite, c'est en fonction d'où on est à l'aise et de ce qu'on veut faire. Mais je te le dis, si tu veux commencer du marchand, évite les travaux, c'est chronophage. Il faut le maîtriser et associe-toi. Associe-toi avec des personnes qui ont déjà réalisé des opérations et essaye d'aller chercher une niche pour faire le grand écart. Parce qu'il y a des marchands qui veulent faire du marchand parce que c'est la mode de faire du marchand, mais tu as des marchands qui font des chiffres extraordinaires. Moi, j'ai tout simplement une personne qui a 22 ans, qui rentre chez nous, qui rentre à l'UMDB, qui nous a sourcé une opération à Hayes, à 30 minutes de Genève, où derrière, elle va se mettre plus d'1 million d'euros dans sa poche. Première opération de marchand de biens. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une niche, elle a été prospectée dans une niche, elle a visité plus de 100 locaux d'activité pour comprendre le modèle. Elle nous en a déniché une où il y avait de la marge. J'ai été sur place, je me suis rendu sur place, j'ai encore renégocié derrière pour aller chercher le prix plus bas. Et derrière, on a créé de la valeur ensemble.
il est gagnant, je suis gagnant, on est associés ensemble, je vais financer son opération. Il ne se dit pas oui, mais j'ai que 100 000 ou j'ai que 200 000, donc je vais faire, ou j'ai que 50 000 et je vais travailler avec mes 50 000. La force de l'esprit, c'est se dire il n'y a pas de limite d'argent. Demain, tu as une opération à 15 millions d'euros, à 20 millions d'euros, à 50 millions d'euros, à partir du moment où c'est un coût, l'argent elle va venir. Il ne faut pas avoir d'inquiétude. Il ne faut pas se dire oui, mais j'ai que 50 000 et je vais attendre d'avoir 2 millions pour faire une opération. Non. Ton million, tu sais quoi, garde-le, fais ton kiff et viens, va chercher des opérations à 15 millions d'euros et derrière, on va trouver de toute façon. Ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont te suivre, qui vont être très heureux de t'accompagner sur l'opération parce qu'ils vont maîtriser, parce qu'ils vont comprendre et parce que tu vas créer de la valeur. Ok. Donc cette personne, elle a fait beaucoup de visites. J'imagine, elle s'est bien formée pour capter. Elle cherchait de la friche. Eh ben, en fait, moi, je lui ai expliqué que sur son secteur, elle était à frontière de Genève. Et sur son secteur, il y avait quand même pas mal de locaux d'activité, de grandes surfaces, où il y avait des activités qui étaient en train de s'éteindre, beaucoup d'activités liées à l'automobile, qui étaient délocalisées dans les pays de l'Est. Et il y avait beaucoup de TPE, de PME qui étaient en manque vraiment très importante de locaux d'activité pour des utilisateurs. Donc, en l'occurrence, il y avait un changement d'activité où on allait récupérer des très grosses surfaces qu'on allait découper. Donc, je lui ai expliqué le modèle. Il a prospecté, il m'a envoyé au début beaucoup de dossiers où il était hors sujet. Et c'est à force de visiter, c'est à force d'être sur le terrain qu'il a compris et qu'il a réussi en fait à avoir ce déclic pour faire la différence. Ok. Avant de revenir sur vraiment la niche des friches industrielles et la technique et comment tu fais pour sourcer une bonne friche, etc. Tu parlais, je trouvais ça intéressant, donc d'aller soit dans des zones où ça coûte pas trop cher, mais du coup de viser beaucoup de mètres carrés, soit dans des zones où ça coûte plus cher. Et là, bon, vu que c'est des zones un peu luxe, ça te permet de faire des belles OP. Je pense qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les petites OP dans une ville où ça coûte pas trop cher. Et au final, ce que tu peux aller chercher, c'est 20, 30 000 euros. Et là, le risque, il est trop élevé. En fait, l'énergie est la même. Ouais. C'est-à-dire que sur une opération à 20 ou 30 000 euros de marge, une opération à 2 millions, 3 millions d'euros de marge, c'est exactement la même énergie. C'est plus un paradigme, c'est plus dans la tête, un blocage dans la tête, un blocage mental. C'est-à-dire que l'énergie je suis venu aujourd'hui à Paris pour te rencontrer, sur la route, je vois un immeuble abandonné ou peu importe, je vais me construire sur un immeuble et pas sur un petit appartement ou un studio. Parce que l'énergie, ça va être la même. Mais moi, ce que je veux faire, c'est vraiment être efficient. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est le temps. Et on doit mettre son temps vraiment sur des produits où derrière, on a du gros gain. Donc, grosse surface ou des emplacements premium avec des produits d'exception. Ok. Toi, tu as une préférence entre un super coup à 2 millions à Cannes mais sur peut-être une maison avec un terrain à diviser et une friche à Roubaix justement où tu vas devoir faire 25 locaux commerciaux. Moi, je vais te dire, moi je préfère les friches. Pourquoi en fait? Parce qu'il y a un modèle aussi derrière où tu es scalable. C'est-à-dire à partir du moment où tu fais une friche industrielle, tu as une carte de visite. Et lorsque tu vas voir les mairies, tu vas voir les institutions, tu vas pouvoir récupérer des dossiers un peu partout. Moi, en Ile-de-France, je récupère des dossiers qui ont été rachetés par l'EPF, l'établissement public foncier, pour aller faire des projets. Derrière, c'est laissé à l'abandon. Okay. Et avec mes cartes de visite, donc toutes les opérations que je réalise, je récupère des sites. Et derrière, ça fait un effet boule de neige. Ça fait un effet boule de neige parce qu'en France, on a un gros manque en fait de locaux d'activité pour ces TPE, pour ces PME qui sont laissés complètement à l'abandon. Et on a énormément de friches où entre guillemets, les communes ne savent pas quoi en faire. Les communes ne savent pas quoi en faire parce qu'elles n'ont pas cette technicité, elles ne savent pas faire. Aujourd'hui, eux, pour changer une porte, ils vont payer 5 000 euros alors que moi, ça me coûte 800 euros. C'est pas le même, on n'est pas sur la même vision, on n'est pas sur. Moi, je fais beaucoup de réemploi, eux, ils vont faire du neuf. Moi, je suis dans l'ancien, je vais toujours faire du réemploi. J'ai des dalles de Beugin sur un chantier, quand on va les démonter, on les démonte, on va les récupérer, avec ça, on va réutiliser. Même si je fais très peu de travaux, à chaque fois quelque chose qui est démonté, c'est réemployé. Ouais. C'est une autre manière de penser, une autre manière de faire. Et eux ne savent pas faire, malheureusement. Même pour prendre une décision, moi, c'est oui, non, tout de suite. Mais pour prendre une décision, il y a 12 mois, 24 mois, c'est pas la même chose. Okay. Donc, on a cette start-up, c'est Rubric, qui est vraiment spécialisée dans la réhabilitation de friches industrielles. Et ce modèle économique, aujourd'hui, est en train d'exploser. Ok. Comment d'ailleurs ça t'est venu, ce sujet des friches industrielles? Parce que j'imagine que ça a commencé un peu par hasard, mais peut-être pas d'ailleurs. C'est quoi cette première OP, ce premier contact avec les friches? J'avais un marchand brillant du nord de la France, qui s'appelait Rudy, qui travaillait beaucoup dans le nord de la France. Maintenant, il travaille ailleurs. Et lui, il a acheté des friches industrielles qui coupaient. Mais il faisait juste de la coupe et il passait à autre chose. D'accord. Limite, il faisait même pas les murs. Il faisait passer le géomètre. Il faisait des plans et il vendait des parcelles aménagées. Les mecs, ils se débrouillent entre eux pour faire les murs, passer l'électricité. Donc,
J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de marge sur ce modèle économique. Je me suis dit, par contre, ne pas faire les murs, c'est un peu limite. Je préfère quand même aller faire les murs pour faire la différence et apporter un produit de qualité. Après, je me suis dit, ok, tu fais les murs, mais qu'est-ce que tu vends derrière? Parce que, ok, tu vends des locaux pour les TPE, pour les PME ou pour les investisseurs, mais qu'est-ce que tu peux vendre derrière de plus? Bah, des thématiques. C'est-à-dire, lorsque tu vas récupérer des friches industriels où tu vas faire 5 lots, tu vas faire 10 lots, bah, tu peux mettre des thématiques en place. D'accord. Thématiques liées, par exemple, au bâtiment. Tu peux avoir une thématique où tu as Ok. des plombiers, tu as des plaquistes, tu as des peintres dans le même écosystème. Et l'avantage, c'est que tout le monde va travailler l'un avec l'autre parce qu'ils sont dans la même zone. Donc, le but, en fait, c'est vraiment d'aller créer des thématiques dans les zones et aussi aller créer de l'emploi. Créer de l'emploi dans des zones où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Donc, c'est aussi cette force. Ça me fait penser, hein, c'est un sujet qu'on avait abordé sur les centres médicaux, où en fait tu peux faire des petits centres médicaux en rez-de-chaussée. Et quand tu as un médecin traitant, plus un kiné, plus un dentiste au même endroit, en fait, bah, ça a beaucoup Ouais. d'intérêt et ça augmente la valeur de cet espace-là, en fait. Bah, cet écosystème, c'est un écosystème Ouais. qu'on va créer et derrière, bah, ça va faire un effet boule de neige, hein. C'est comme le boulanger qui s'installe à côté du boucher. Ok. Donc c'est win-win pour tout le monde. Donc toi, tu découvres du coup cette stratégie de la friche avec un marchand du coup du nord de la France. Tu te dis que tu peux aller plus loin, potentiellement faire des choses un petit peu différemment. Et après, c'est Exactement. quoi ta première OP? Première OP, entrepôt. J'ai acheté un entrepôt de 5000 mètres carrés. Ouais. Entrepôt de 5000 mètres carrés que je découpe, que je revends. Et ce qui est fou, en fait, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait une opération, derrière, je récupère une opération dans le quartier. Parce qu'on me voit racheter une opération, bah, ce mec-là, il est sérieux, il a acheté, paiement comptant sans condition. Il a déjà soldé, il a déjà fait sold out parce qu'il a déjà tout vendu. Et ben, ça m'intéresse de travailler avec lui, ben, j'ai ça à vendre. Ok. Et derrière, je récupère beaucoup au bouche à oreille dans les zones. À partir du moment où je m'installe dans une zone, je fais une opération dans une zone, derrière, naturellement, dans la ville ou à côté, je vais récupérer une autre opération plus grosse et plus grosse et plus Ok. grosse. Donc il y Donc, a une histoire de réputation qui se exactement. plante à un endroit. Il y a une histoire de réputation qui se plante à un endroit. C'est beaucoup en fait d'industriels, beaucoup d'hommes d'affaires avec qui je vais faire des opérations derrière ou de la recommandation. Très peu de mairies. On commence à faire la différence en mairie, mais très peu de mairies parce qu'on voit que c'est politique. D'accord. À partir du moment où on arrive dans un territoire, on fait peur. Ils vont préférer préempter. Là, par exemple, je viens de me faire préempter un très gros site, Ouais. 20 000 mètres carrés, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne comprennent pas. Et là, ils vont laisser le site, ils vont laisser le site vide pendant 5 ans et je vais les récupérer à la casse, le site. Là, c'était un peu plus de 2 millions d'euros. Je sais que dans 5 ans, je vais le récupérer à moitié prix. Et ça, c'est l'argent français, l'argent de l'État qui va être dépensé pour bloquer un projet, mais ils savent pas faire. Ils ne savent pas faire. C'est juste un problème. Il y a des Ok. mairies qui le comprennent, d'autres qui ne le comprennent pas, ils ne savent pas faire. Donc ouais, c'est plutôt les professionnels, j'entends des Exactement. gros industriels, etc., qui vont te Exactement. contacter en disant je t'ai vendu ce premier, est-ce que voilà, j'en ai un Exactement. deuxième en vente. Où j'ai un copain, c'est-à-dire que j'ai acheté un logicien. Ouais, ben, eux, c'est des, entre guillemets, c'est un peu comme une secte, hein, les logiciens. Ils se rencontrent une fois par mois. Ils font des réunions. Et derrière, à partir du moment où il y a un logicien qui est satisfait, tous les logiciens, ils seront au courant. Et dès qu'ils ont un site à vendre, ils veulent déménager. Ils passent un coup de fil. Ouais, bah écoute, je vais déménager. Il y a ce truc-là. Souvent, ils sont locataires. Il y a ce truc-là qui va être à vendre. Je te mets en relation avec le mec. Et on est très généreux. Donc, c'est win-win pour tout le monde, quoi. Ok. Ok, alors bah, moi je me lance alors en tant que marchand. J'ai envie de faire d'une friche là Oui, en 2025, génial. 2026. Génial. Je commence par me former un peu en ligne, mais surtout sur le terrain. Donc Hum. je vais essayer de regarder des friches. Où est-ce que je trouve des friches? Ben, sur ton secteur, Ouais. on peut te faire visiter des opérations qu'on réalise sur ton secteur. On va en réaliser partout en France. À Safargo Poncherry, là, on est en train d'en faire une. Ouais. On te fera visiter l'opération et tu vas Ok. comprendre vraiment toute la colonne vertébrale de l'opération, de quoi on est parti, pourquoi on a fait cette opération, comment on va la sortir, comment on récupère notre point mort, parce que le but, c'est vraiment de récupérer notre cash rapidement dans un premier temps. Et après, derrière, on cherche la marge. Ok. Et vraiment comprendre le projet, mais c'est le terrain. C'est le terrain, en fait. C'est avec le terrain, en fait, que tu vas voir cette petite étincelle qui va derrière allumer cette flamme et derrière, après, boum, Ok. tu y vas. Tu vas lancer de ton Donc côté. tu trouves des marchands qui acceptent ou tu rejoins un programme comme le tien ou un autre en fonction de la niche que tu as envie d'attaquer pour pouvoir visiter des opérations et comprendre vraiment qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait un bon Exact. produit en fait. Euh, et j'imagine un bon produit, c'est du coup typiquement sur la friche, est-ce que tu as si on rentre vraiment dans cette niche-là,
je discutais avec un autre marchand qui me disait: «Moi, je cherche, des terrains avec une maison, minimum 1 000 m², pour pouvoir faire de la division foncière». Il avait un peu ce truc-là, tu vois? Il Oui, voulait c'est vrai. à un prix maximum de temps, il voulait un terrain qui fasse minimum 1 000 m² avec une maison et c'était ça sa niche et du Mmh. coup, il allait, scaler sur ce truc-là. Toi, si tu devais un petit peu donner, ces critères-là, ça serait lesquels? Bâtiment d'ancienne génération, pas trop d'auteur si on veut couper. Parce que en On fait, les hauteurs, ça a quoi? Ça implique plus d'escaliers, des trucs comme bah, ça? si on a trop d'auteur pour, diviser, Ouais, pour la division, c'est un peu complexe. Si le bâtiment est divisé naturellement, ça va m'intéresser. OK. On Naturellement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a déjà des séparations, c'est-à-dire que on achète 10 000 m², on a déjà des blocs de 2 000 m² D'accord. avec des portes et on a juste à fermer des portes. Donc ça, c'est le paradis pour nous. C'est le paradis pour nous. La pollution, il y a aussi de pollution, à savoir aussi l'activité qui a été réalisée auparavant, savoir aussi avec la DREAL si le bâtiment est ICPE ou pas Alors par rapport. DREAL, ICPE, va falloir que tu En fait, expliques. ICPE, en fait, il y a des normes ICPE. Il y a des bâtiments qui sont normés ICPE parce qu'ils peuvent accueillir un certain tonnage de matière inflammable, de D'accord. matière, voilà. Et à savoir si le bâtiment l'est ou il l'est pas. Ça, si c'est important aussi par rapport à l'utilisateur final. Nous, ce qu'on préfère évidemment, c'est d'avoir des cellules d'activité en milieu urbain, en pleine ou en centre-ville, parce que derrière, ça va être complètement obsolète pour les gros transporteurs et ça va être plus les TPE, les PME qui vont être intéressés ou en entrée de périphérie. Ça aussi est D'accord. très intéressant. Voilà, zone d'activité un peu moins, même si on le fait, mais les zones d'activité un peu moins parce qu'on va pas trouver beaucoup de TPE, ça va être plus des PME ou des grosses boîtes. Voilà. D'accord. Le but, c'est vraiment d'être liquide. Et il y a des est-ce que c'est Il y en a habituellement, partout. on s'imagine que les friches, enfin même les sites industriels, c'est pas trop en centre-ville, quoi, c'est Oui, bah, c'est des anciennes générations. C'est là où on va faire le plus de marge. ouais, Et évidemment, lorsqu'on est dans les zones d'activité, c'est des bâtiments en fait en fin de bail. Le mec, il a acheté un bâtiment qui a construit pour un utilisateur. Au bout de 9 ou 12 ans, le bail il est rompu. Le bâtiment il est blanc. Il va payer une taxe foncière. Ça l'intéresse pas. Lui, il a déjà récupéré sa marge. Il a déjà gagné beau. Il a déjà bien gagné sa vie. Il va le brader et passer à autre chose. Et OK, nous, aujourd'hui, c'est quoi notre expertise? C'est écoute, on va te le prendre. On va te payer comptant, sans condition. Et nous, notre force, ça va être de le diviser en général pour aller créer de la valeur. OK. Voilà. Donc plus tu es proche du centre, mieux c'est, mais voilà, en zone Plus, indus, tu peux quand même, mais c'est plus difficile. plus le bâtiment est chelou, plus le bâtiment, entre guillemets, est inutilisable, plus ça va être intéressant pour nous parce qu'on sait très bien que lui, ça va être un fardeau pour lui à porter. Et pour nous, une TPE, ben, la TPE, elle s'en fout. Hein, il n'y a que 4 mètres de hauteur. Ben, ça va très bien pour lui. Le mec, il va stocker ses 5 camionnettes et son cuivre et rien d'autre. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir 12 mètres de hauteur et ça lui va très bien. C'est quoi un bâtiment chelou? Parce que alors là, on est sur un podcast, mais Oui. si on le met sur YouTube, on mettra des Oui, images. voilà. On reverra une photo En d'un fait, bâtiment chelou. un bâtiment chelou, c'est un bâtiment, par exemple, dans le Nord, nous, on a des bâtiments avec des hauteurs sous shed à 4,40 m. D'accord. Mais 4,40 m, quelqu'un qui veut stocker ou quelqu'un qui veut faire une activité, en général, va demander 8, 10, 12 mètres de hauteur parce qu'il y a des longs profilés, parce qu'il y a des grosses machines, parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc, ce bâtiment, entre guillemets, ne peut pas fonctionner, n'est pas fonctionnel. Par contre, pour quelqu'un qui va juste stocker son matériel, pour un commerçant qui Pour va un juste pilier, il n'y stocker, a pas besoin de 12 mètres de hauteur. exactement, pour des personnes qui vont faire du colis Amazon, juste réceptionner des colis et derrière délivrer avec des petites camionnettes, bah eux, ça va très bien pour eux, ça fonctionne très bien et c'est win-win. OK, Donc voilà, c'est juste un changement de marché qui nous permet d'aller créer de la valeur. d'accord. Donc tu as trouvé ton bâtiment chelou, Hmm. plutôt centre-ville, Ouais. dans l'idéal. La une personne qui souhaite vendre, en général, c'est un truc qui est est-ce que ce truc, il est déjà en vente quelque part? Ça peut Ou l'être. il faut que tu tapes à la Ça peut porte et l'être. que tu le convainques de vendre? Les plus belles opérations, c'est des opérations où on va convaincre la personne de vendre. OK. Après, il y a des moments, ça va être en vente, mais le bâtiment qui va être en vente, il va être au-dessus du marché. Les personnes vont avoir marre de le porter parce que les taxes foncières sur des gros sites industriels, ça peut être 200, 300 000 euros, 400 000 euros à l'année, annuel. Un vrai argument. Il y a aussi un site industriel qui est vide. C'est sujet à squat. Donc, Ouais. ça peut être ça peut être des caravanes dans le parking. Le pire, des enfants qui rentrent, qui se blessent. Ça arrive, hein, des accidents. Parce que ça peut être aussi des personnes qui vont faire du urbex. Tu es On le voit responsable beaucoup. Tu es en tant que responsable. propriétaire? Tu es responsable. Dans certaines zones, nous, on l'a vu sur Rennes, ils s'amusent à faire des rêves parties dans les bâtiments. Ils cherchent des bâtiments vides, des locaux vides. Ils vont les visiter dans la semaine. Et si c'est OK, ils organisent une rêve partie. Et du jour au lendemain, tu vois 4000 personnes, 3000 personnes dans ton bâtiment. Et ton bâtiment, ils vont te le retourner. En un week-end, il est retourné ton bâtiment. Ouais.
Donc voilà, c'est tous ces sujets qui sont importants. Ça demande du gardiennage, ça demande des frais, ça demande des taxes foncières, ça demande des assurances. Au portage, ça devient l'enfer. Il va préférer le brader, passer à autre chose. Son modèle économique, lui, de toute façon, ça va être de construire, revendre ou acheter avec un bail, amortir son achat. À partir du moment où son produit est amorti, le but, c'est vraiment de passer à autre chose. Ok. Voilà. Donc, plus le bâtiment est d'ancienne génération, plus on va pouvoir négocier, plus on va pouvoir réemployer ce bâtiment pour des TPE, pour des PME. Les bâtiments qui sont plus récents, comme celui de Hayes, on va faire des plus gros lots, ça va être plus pour des PME, ça va être des lots de 500 mètres carrés, de 800 mètres carrés, de 1000 mètres carrés. Ça reste aussi liquide parce qu'on change toujours de marché. On part d'un très gros morceau, d'un très gros bâtiment à des plus petites surfaces qui sont acceptables et ça devient plus liquide, beaucoup plus liquide. Ok. C'est intéressant parce qu'on n'avait vraiment jamais creusé ce sujet-là. Une fois que est-ce que ces bâtiments, s'ils sont en vente, ils sont en vente sur les plateformes habituelles du Le Bon Coin, Se Loger et tout, ou il y Non, a d'autres en fait, tu as des brokers, tu as beaucoup de gros brokers comme CBRE, Tossan Affineur. JLL? Voilà, c'est vraiment des brokers qui sont spécialisés dans les locaux d'activité. D'accord. Ils préfèrent faire des locaux d'activité. Eux, c'est les commerciaux qui vont gérer en fait la commercialisation de ce genre d'actifs. Eux, ils sont déjà en contact avec beaucoup de preneurs, beaucoup d'utilisateurs. Et eux, ils vont travailler plus avec des grosses boîtes. Ils vont pas travailler avec des petites boîtes. Ok. Ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des petites boîtes. Ils vont pas penser à le couper en 5 ou en C'est 6. pas le travail de division. Non, ça les intéresse pas. Donc, ils vont me contacter en général. Ils me contactent. Ok. Donc toi, Je sabre le prix. as les contacts avec ces personnes-là. Ouais. Mais par contre, si ça vient de là, il faut Mais c'est vraiment très rare. négocier très fort. Mais c'est très rare, vraiment. C'est toujours des produits qu'on va sourcer en direct sans passer par des brokers. Parce que Donc ce qui est moins rare, c'est vraiment tu te balades en voiture, on se balade, tu tombes voilà. sur un site Exactement. et là tu cherches à trouver le propriétaire. On cherche le propriétaire, on récupère le propriétaire. Comment tu lui trouves un prend des propriétaire frontières. dans un site comme ça? On a des outils très simples, hein, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser des logiciels payants, mais tu as un logiciel gratuit comme Papersimo. Ouais. Papersimo, tu connectes avec Papersimo, tu vois directement le propriétaire, puisque c'est des professionnels en Tu général. tapes l'adresse. Tu récupères les coordonnées, tu les contactes. De prime abord, il faut avoir l'approche qui est correcte. L'approche qui est correcte, c'est écoutez, je veux parler à propos de ce sujet sans trop en dire pour passer en direct avec la personne qui gère l'immobilier. Et après, derrière, taper dedans, quoi. Et écoutez, ce lot-là m'intéresse. Je suis bien implanté dans le secteur. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et derrière, on va faire une création. Ils l'ont oublié. Moi, ça m'est déjà arrivé de récupérer des bâtiments. Ils les avaient oubliés. C'est dans des lignes. Les mecs, c'est des fonds d'investissement lyonnais, parisiens, de Strasbourg, en Allemagne, en Suisse. C'est juste une ligne dans le bilan. Ouais. Bah, écoutez, faites une visite, faites-nous une proposition et on s'accorde. Une ligne de charge en plus. Ouais, bien sûr, c'est une ligne de charge. C'est une ligne de charge. Ils ont des gros portefeuilles. Derrière, ils ont beaucoup d'immobilier. Il y a des choses qui sont rémunératrices et d'autres, voilà, c'est des charges et du risque aussi. Ça reste aussi du risque pour eux. Complètement. Donc ensuite, tu as pris contact avec cette personne. Là, tu rentres dans ta négo. Je rentre dans ma Tu négo. l'as assez bien expliqué déjà. Mais voilà, c'est quoi les grandes clés de la négo que tu aurais à ajouter peut-être? Bah, après, c'est une négo, c'est du win-win. C'est-à-dire que, ok, je suis là pour sabrer le prix, mais pas que, c'est leur rendre service. Ouais. Si je m'engage. Je vous dis, je vous achète votre bâtiment. Dans 3 mois, vous êtes payé. Dans 3 mois, vous êtes payé. Je vais pas vous faire galérer 18 mois et attendre de tout revendre pour vous acheter. Non, je m'engage. Un peu la vision qu'on a des marchands de biens. Ouais, non. Avec les propriétaires. Moi, j'aime prendre du risque. Moi, j'aime prendre le risque. À partir du moment où je maîtrise le risque, je sais ce que j'ai acheté, j'ai aucun problème là-dessus. Je vais aller prendre le risque, je vais me mouiller et derrière, je vais laisser une belle image. Parce qu'à partir du moment où je laisse une belle image à la personne qui m'a vendu un de ses produits, une de ses lignes, après, derrière, naturellement, dès qu'elle a un produit à vendre, Monsieur Boukrou, est-ce que ça peut vous intéresser? J'ai peut-être ça. Et voilà, on sape dans la main, on avance. Ok. Voilà. Ok, hyper intéressant. Comment tu établis cette vision, justement? Alors, il y a beaucoup d'expérience qui rentrent en jeu, j'en suis certain, et la connaissance de son marché. Mais moi, ça va m'intéresser là, qu'on parle de à qui tu revends et comment tu détermines justement à qui ça va s'adresser. Est-ce que tu fais 500 mètres, 1000? Est-ce que tu thématises ou pas? Voilà, rentrons un peu sur cette partie-là. Et après, on va se prendre un cas pratique chiffré. Moi, je revends souvent négligé. D'accord. Il y a des personnes qui sont négligées parce qu'ils ont des petites boîtes, il n'y a personne qui les calcule. Et derrière, je vais prendre le temps, je vais aller trouver la personne qui va maîtriser tout. Comme par exemple, j'ai fait un site industriel où j'ai vendu qu'à des mecs qui font le marché. Et j'avais une personne qui vendait, lui, des barnums, des tentes de marché. Ouais. Donc, il y avait tous les clients de la région et son carnet d'adresse. En une journée, il m'a ramené 70 personnes. On avait 35 lots à vendre. Ils sont partis directement. Ouais. C'est les mecs qui font les marchés, les commerçants.
Ils ont tous de l'argent sur leur compte parce qu'ils sont commerçants, donc ils gagnent très bien leur vie. Ouais. Et ils ont besoin de stocker. Ils ont besoin de stocker, ils ont besoin de galéraient, logisation. Voilà, ils galéraient pour eux et ils galéraient aussi pour leurs amis. Donc ils achètent pour eux, ils achètent également pour leurs amis, ils vont Ouais. louer derrière. Donc Et là, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi? Un truc petit c'était là c'était un entrepôt de 10 000 m² qui a été découpé en 67 cellules. Donc j'avais vendu une partie aux maraîchers, j'avais gardé une partie pour en faire des commerces et une autre partie pour faire des cellules d'artisanat. Ok. Mais la partie centrale, je l'ai vendue à ces maraîchers. Ok, marrant. Avec une personne à contact. Pas 20 contacts, pas besoin de faire des pubs sur le bon coin, rien du tout, c'est juste à contact. Ok. Et je me souviens ce jour-là, lorsqu'il m'a ramené les personnes, il y avait trop de monde. Donc on avait travaillé d'une manière assez particulière, c'est les financements derrière, les paiements comptants devant. Voilà, et on visite et ça fait Ils venaient tous en même temps, tu criais bah oui, promo comme ça. bah oui. Tous en même temps, c'est un rendez-vous unique à 10h, le mec pense être seul et en fait, il arrive, il y a du monde de folie et derrière, ça crée en fait le FOMO et ça part de suite. Ça part de suite. Il est intéressant, je trouve, je me l'imagine déjà un peu ce truc de 10 000 m². Tu disais les cellules centrales. Donc, cellules centrales, c'est Exactement. que du stockage, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a rien, pas d'extérieur, il n'y a rien du tout. Donc, c'est une allée commune et derrière plein de petits lots. D'accord. Et les cellules extérieures avec parking, évidemment, ça va être des commerces. Donc là, tu Et- vends parce qu'il y a vraiment un accès. Et un accès avec du parking, donc ça devient du commerce. D'accord. Donc, Pour que des plus de clients place. peuvent venir vraiment. C'est une Exactement. boutique, quoi. Exactement, Ok. c'est devenu un centre, ça a été un centre, c'est devenu un centre commercial. Hein. Ok. Ah, ça a un Devant vrai impact. Exactement. Du coup, sur ces opérations liées aux friches, c'est qui tes acheteurs? Et on peut essayer de se lister un peu les différents Bien sûr, bien acheteurs. sûr. Tu me disais TPE, PME. TPE, donc beaucoup de personnes dans le bâtiment, par exemple. Tu vois, tous les artisans dans le bâtiment. Tu as les personnes aussi qui font de la livraison. Tu sais, ça a explosé aujourd'hui avec Amazon. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui vont livrer des colis. Donc, ils ont besoin d'être vraiment bien placés en cœur de ville pour recevoir leurs colis et dispatcher derrière. Ça, c'est de l'entrepôt logistique. Exactement, entrepôt logistique, mais petite taille, puis c'est D'accord. plein de petites boîtes. Dernier kilomètre. Exactement, kilomètre zéro. Tu as aussi beaucoup de personnes qui font de l'import-export, c'est fou. On a beaucoup de personnes qui viennent stocker du matos, Ok. beaucoup dans le nord pour après envoyer en Belgique et envoyer en Afrique. Donc ça cartonne, Ouais. c'est fou. T'as beaucoup. Tu peux avoir aussi des personnes qui vont stocker des véhicules, des collectionneurs, des personnes qui vont stocker de la caravane. Donc tous ces genres de personnes ont besoin d'avoir un endroit, un emplacement aussi sécurisé. Et Ok. voilà, donc il y a aussi beaucoup d'investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant pour un investisseur d'acheter un entrepôt, de louer, de ne pas se prendre la tête, qu'acheter un appartement, de louer, d'avoir des appels à 22h parce que la box, elle déconne, parce que le robinet, il déconne, il fuit. Là, il n'y a pas d'embêtement. Là, c'est louer à un professionnel, la taxe foncière, il la prend en charge. Il y a un problème, c'est son problème. Il n'y a qu'un rideau métallique. C'est long terme. Voilà, c'est du long time. Le mec, il ne va pas bouger. En même temps, son matos, il y a peut-être 100 000 ou 120 000 euros de matos, donc le loyer, il est payé. C'est un problème de loyer, de paiement. La marchandise, on change les serrures et ciao. Donc, on n'est pas sur le même modèle que la location classique. On le sait très bien, c'est du B2B, c'est pas du B2C. Donc, à partir du moment où on bosse avec des professionnels, on est vraiment tranquille. Ok. Donc ça, c'est pour tous les lots. Exactement, tous les un petits peu, lots. des Voilà. petits lots un peu sans fenêtre, etc. Et après, tout ce qui donne sur rue, etc. Ouais, Là, c'est doit être beaucoup plus large, j'imagine. Bah là, par exemple, moi, j'ai vendu un bâtiment à un mec qui fait des fenêtres. Donc, il ramène une partie de Pologne, le reste, il fait de l'assemblage sur place. Ok. Très gros, très beau showroom. Il a fait son showroom de fenêtres avec ses bureaux et son atelier d'assemblage. Plus d'1 million d'euros dépensés déjà chez moi. Donc, tu vois le truc, c'est-à-dire que tu peux avoir aussi de belles boîtes qui viennent s'installer, des personnes aussi qui font du textile. Donc, qui refont du textile avec du réemploi, des designers. On a vraiment un peu de tout. C'est ça qui est intéressant en fait. Et on essaye en fait de rassembler aujourd'hui par thématique. On va essayer de rassembler par thématique en fonction de ce qu'on va découper les cellules d'activité pour que ça puisse avoir aussi une cohérence et une cohésion aussi entre les différents preneurs. C'est ça qui m'intéresse tout particulièrement parce que tu vois, en ce moment, moi, je fais un petit peu d'Airbnb. Du coup, tu essayes de thématiser, tu vas chercher les points de renta que tu n'aurais pas sur du Airbnb un peu classique. Là, le fait de thématiser, je fais un parallèle, je sais pas s'il est bancal ou pas, mais c'est ce truc d'aller chercher du coup, pareil, un peu de renta supplémentaire parce qu'il va y avoir plus de liens qui vont se faire entre les commerçants. Mais, ce qui est intéressant en fait, c'est que tu sors du cadre et ça je l'ai vu, tu vois, tout à l'heure on parle de péniche et tu sors du cadre et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est d'avoir une réflexion ou avoir quelqu'un qui sort du cadre et c'est cette personne en fait qui va être créative, qui va faire la différence parce qu'il va se dire je vais pas juste louer un bureau, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'avais des bureaux
je voulais louer, j'ai vu que ça ne partait pas, bah, j'ai loué tout simplement que des bureaux à des esthéticiennes, à des Ouais. coiffeuses, et ça cartonnait en 2 jours, tout était full. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vas thématiser, une personne va attirer tout le monde et tu vas remplir ça en un rien de temps. Donc c'est important en fait de trouver une thématique en fonction de ton secteur, en fonction des demandes. Et après derrière, tu sais très bien que ça va attirer du monde et c'est ta différence, c'est sortir du cadre. Tu dois pas acheter juste pour louer. Tu dois acheter et derrière, tu dois apporter en fait ta vision, apporter en fait ton ADN sur le site. Et après derrière, c'est rouler jeunesse, ça fonctionne et c'est parti quoi. Tu la trouves quand ta thématique en général, quand tu visites? Ouais. Toi qui as de l'expérience, tu te dis tout de suite, ça je sais que ça va plaire à machin, ou c'est plutôt une fois que tu as commencé tes plans de division, machin, que tu mets sur le marché, que tu vois un peu les En fait, retours qui je viennent. dois comprendre le secteur, tu vois, comme quand je travaille frontière suisse, je ne connais pas le secteur, Ouais. donc je dois comprendre le secteur. Donc je sais qu'il y a beaucoup de mecs du bâtiment, ou beaucoup de mecs dans l'automobile, ou beaucoup, et en fonction du secteur et en fonction de ce que j'ai en remontée d'informations avec mon associé local, je vais pouvoir créer ma thématique. Par exemple, dans le Nord, bah, il n'y a pas de secret pour moi, le Nord, puisque je Ouais. suis nordiste, donc c'est facile, ou même sur la Côte d'Azur, il n'y a aucun problème. Mais dans d'autres secteurs, je dois avoir mon associé qui va, lui, m'éclairer. Et évidemment, je vais m'approprier du secteur. Je vais aller sur le secteur, je vais aller déjeuner sur le secteur, je vais comprendre le secteur. Et derrière, je vais mettre en place la bonne vision En pour fait, apporter les bonnes thématiques. tu parles avec les gens, tu regardes les commerces qui existent sur place. Comment tu fais C'est justement pour c'est tout simple, imprégner hein. ce secteur? Ben oui, je vais parler avec les gens, je vais au restaurant, Ouais. dans les cafés, dans les tabacs. Je suis quelqu'un qui est très timide de nature, mais quand c'est du business, quand il s'agit de business, j'ai aucun problème à aller créer des liens, à aller Ok. discuter, aller dans des bars pour aller rester une demi-heure et creuser avec la serveuse, creuser avec les locaux pour savoir les activités, pour avoir les entreprises, pour savoir ce qui manque et quels sont les C'est quoi les besoins. questions que tu leur poses? Bah, je veux savoir quelles sont les entreprises, leurs clients, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la ville, quelles sont les demandes, qu'est-ce qui fonctionne bien, qui a besoin de surface aussi, parce qu'il y a des personnes qui doivent s'agrandir qui ont besoin de surface. Ok. Et les personnes sont au courant de tout le monde ou connaissent tout le monde. Ouais, bah, j'ai mon oncle qui est carrossier, qui cherche à s'agrandir. Et en même temps, sa carrosserie, il cherche à la vendre. Ouais. C'est toutes des informations qu'on a au bouche à oreille. C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet ça a rendu beaucoup de services à toutes les communautés parce on est très connecté, on a beaucoup d'informations, mais il ne faut pas négliger le bouche à oreille, il ne faut pas négliger le terrain, il ne faut pas négliger aussi le sens de connexion avec les gens. Tu vois, aujourd'hui, on est sur une péniche, on parle de péniche, on parle de notre business, et voilà, ça rentre dans ma tête. Et Ouais. c'est connexion, en fait. Tu es là, en fait, quand tu fais du marchand de biens pour relier les points. C'est-à-dire que quand tu es sur le terrain, tu es là juste pour relier les points. Tu absorbes le savoir, tu essaies de comprendre, tu vois où tu peux créer de la valeur et tu vas créer de la valeur. Toi ou avec des associés. Comment tu t'appuies sur les agents immobiliers? Parce que j'imagine que c'est des partenaires privilégiés et là, pour aller chercher de l'info, bah, ils peuvent aussi eux t'aider sur Mm. qu'est-ce qui est recherché en ce moment. En plus, après, tu me diras comment se passe Bien la sûr. vente, mais j'imagine que tu passes par des agents. Comment tu t'appuies sur les agents Bah, immobiliers quand tu arrives dans une zone? lorsque je vais passer par des brokers pour vendre, Ouais, je me renseigne qui a vendu quoi, qui est bon, qui est moins bon. d'accord. Parce qu'agent Sur ce immobilier, type de produit. exactement, il y a agent immobilier, agent immobilier. Ouais. Et voilà, je regarde les ventes, les dernières ventes, et j'appelle et je veux savoir vous êtes passé par quelle agence. Vous êtes passé par quelle agence. Je regarde toutes les ventes de 2024, vous êtes passé par quelle agence. Et je note. Je note, je note, je note, je note, je note. Ou j'ai ma secrétaire qui le fait pour moi, très souvent. Et elle me fait simplement une synthèse avec le benchmark de toutes les entreprises qui ont été vendues en 2024, qui a vendu. Et derrière, on a le nom de l'agence. Et quel est le broker de l'agence qui a vendu? Parce que c'est dans l'agence, tu as un agent qui va tout faire, ou tu as deux, trois agents qui vont faire la différence par rapport aux autres. Donc avoir vraiment le mec qui crève de faim, qui a envie d'envoyer. Et voilà. Et comme Ok. on est aligné, on bosse ensemble et Lui, on il crée de la t'aide valeur. dès le début en essayant de Bah, t'aider à identifier peut-être cette thématique et tout ou pas? souvent, il y a déjà des clients aussi, lui. Ouais. Tu sais, j'ai un mec qui a des caravanes qui cherche 300 mètres carrés. Ouais, bah, j'ai une personne qui fait des mariages, qui a besoin de stocker son matériel, ses chaises et ses tables et ses décors, qui a besoin de 250 mètres carrés. J'ai une personne, voilà, et lui, en fait, il va déjà me lister déjà, lui, ces personnes qui seraient susceptibles d'investir, d'acheter mes cellules. Et en fonction, en fait, déjà des demandes locales et de notre vision du marché, on va mettre en place la stratégie, la bonne stratégie. Et la stratégie, elle est amenée à changer. C'est-à-dire qu'on n'est jamais figé.
on est toujours en mode startup. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on s'est dit ouais, qu'on va faire cette stratégie-là que dans le temps, au bout de 2 semaines, on peut pas changer de stratégie parce qu'on a une énorme demande qu'on n'a pas vu venir. Et c'est notre flexibilité. On est très flexible, Ouais. sans problème pour s'adapter au marché. C'est des agents qui sont spécialisés sur de l'IMO commercial. Exactement. Ils font rien d'autre. Exactement. C'est des agents qui sont spécialisés en l'IMO commercial, ils vont pas s'amuser à faire des appartements ou autre. Ils mangent l'IMO commercial, ils maîtrisent l'IMO commercial et ils sont vraiment ancrés, ils sont connectés avec les collectivités, avec les mairies, avec les chambres de commerce. Parce que derrière, lorsqu'une personne ou un grand groupe veut s'installer, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller contacter la mairie. Écoutez, on veut s'installer ici, on veut faire une activité de panneaux solaires ou peu importe de création, de fabrication, on veut créer l'emploi chez vous. Naturellement, ça arrive à leurs oreilles et ça facilite grandement le travail pour tout le monde. Ils ont des noms, c'est des réseaux un petit peu ou c'est principalement? C'est vraiment du cas par cas. C'est en fonction des régions. Tu vas avoir des mecs qui sont très brillants d'une région à l'autre. D'une région à l'autre, il y a un acteur qui fait la différence. C'est vraiment, et surtout aussi, c'est le local qui connaît tous les entrepreneurs. Le local qui connaît tous les logiciens. Parce que tous les jeudis, il va manger avec les logiciens. Tous les vendredis, il va manger avec les mecs qui font du textile. Là, il est intégré, il est chez eux, quoi. C'est c'est sa force. Il va boire le café chez eux, donc il a déjà un pied chez eux et ça facilite grandement le business. Ok. C'est la majorité des ventes qui se passent avec ce genre de partenaire ou Moi, j'aime bien faire des portes ouvertes. Moi, je vends beaucoup en direct, je fais des portes ouvertes. Ok. Je fais des portes ouvertes, j'invite vraiment tous les locaux D'accord. sur place et je fais venir tout le monde à la même heure, au même moment. Ok. Je présente les lots et voilà, c'est là où je fais la différence. Et j'invite les brokers en même temps que la porte ouverte. Comme ça, au moins, ça redonne. C'est comme ça, si jamais t'as pas fini la Exactement. présentation, Et voilà, il passe des coups de fil. Moi, ça m'est déjà arrivé en fait pendant une porte ouverte. J'ai un client, je lui passe un coup de fil, il fait la visio, il bloque le lot parce que sinon il part. Donc c'est toujours le FOMO qui fait que ça transforme, quoi. Ouais, très fort. D'un point de vue marketing, c'est génial. Ouais, Je te disais que je faisais du porte-à-porte de restaurant. Donc on avait un abonnement pour manger le midi. Donc nous, on passait des grosses commandes d'une seule option de la carte au resto le matin. Et après, les gens venaient le chercher le midi, tu vois. Et quand j'ai lancé Singapour, à un moment, je suis un peu en retard sur mes targets du mois. Il fallait que je signe beaucoup. Genre, je sais pas, je faisais 100 restos sur 2 mois. Donc je signais 4 restos par jour. Et à un moment, je me suis vraiment à la bourre. J'arrive dans une zone où il y a 15 restos dans un mall comme ça. À Singapour, tu as des restos en -2, -3. Tu as autant de monde en sous-sol qu'au-dessus, tu vois. Il y a trop de monde. Et d'habitude, j'y allais un peu un par un et je leur pitchais le truc, etc. Et là, je me dis, j'ai vraiment pas le temps de pitcher tout le monde. Petit moment de flottement après le service, il est 15h30, tu vois. Et j'invite tout le monde à venir, tu vois, je mets une table comme ça, et j'invite tout le monde à venir. Et là, j'arrive à voir tous les gérants de ces petits restos un peu boui-boui, tu vois, qui viennent autour de la table. Et d'habitude, je sais pas, j'ai une personne sur 4 qui signe, tu vois. Et là, je fais mon pitch. Le premier, il signe. Et là, je vois que tout le monde se chauffe, en fait, tu vois. Le fait que le premier, il est signé, ça donne envie au deuxième, au troisième, au quatrième. Je trouve ça incroyable. Je commence à fouiller dans mon sac. J'avais pas assez de contrats. Je commence à prendre des numéros et tout pour envoyer les contrats par email et tout. Et vraiment, en fait, c'est ce jour-là que j'ai réalisé ce truc de FOMO, de mouvement de foule, je sais pas comment tu l'appelles, tu vois, mais qui est tellement puissant. C'est un jeu en fait quand tu le fais. Moi, j'ai eu des agents IMO qui me bloquaient des lots. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Non, j'en prends un aussi pour moi. Et le mec, je dis, waouh. L'agent IMO, il achète pour lui aussi parce qu'il est dedans, quoi. Il s'est fait aspirer par le FOMO, il est dedans, quoi. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. C'est une bonne. T'as d'autres anecdotes sur les journées portes ouvertes comme ça? Enfin, porte ouverte, ouais. J'ai déjà eu aussi des mecs qui se mettaient devant les lots. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est le mien. Mais tu n'as même pas donné le prix. Non, c'est le mien, c'est à moi. Il se met devant la porte du truc, quoi. Du local. Ouais, mais le lancement, il est très important. Vraiment. Il faut le faire d'une manière subtile. Ok. Et donc là, tu leur fais signer des offres d'achat. Ouais, directement sur place, on leur fait signer des offres d'achat et après derrière, notaire, c'est parti. Souvent, on le voit, les TPE, ils ont beaucoup de mal avec l'administratif. Ouais. Donc nous, on a une personne à l'interne. Voilà, c'est toujours comme ça. Les personnes, c'est des génies sur le business, ils ont de l'or dans les mains. Par contre, l'administratif, les papiers, ils savent pas faire. Donc voilà. Donc nous, on a une secrétaire administrative qui gère ça, qui prend contact avec eux, qui suit, qui les aide. Voilà. Ils ont un accompagnement pour être sûr que tout se close. Voilà. Okay. En général, c'est oui. Il y a jamais changement d'avis. C'est ça qui est top avec ce genre de profil. C'est oui, non, c'est non.
Voilà, y a pas de, voilà, c'est pas comme un achat immobilier où il y a madame qui a un coup de cœur, mais au final, elle repasse le lendemain, elle dit non, j'aime pas trop parce qu'il y a un nid à côté, ou Ouais. il y a une route qui passe, peu importe. Non, là, il y a acheté un local, il s'en fout de la route, il s'en fout de tout ce qui se passe, un nid de poule, ce que tu veux. Voilà, il n'y a aucun problème. Bah, écoute, c'est des conseils hyper pertinents. Si on devait rentrer dans une OP vraiment chiffrée, pour Oui, vraiment donner une OP un peu récente, qui oui. est, j'ai pas envie que ça soit peut-être la top OP, machin et tout, mais un truc qui soit réalisable, tu vois, en 2025 en France. Ouais. Est-ce que voilà, tu en aurais une à me Il y présenter? a une OP où on achète 2 millions 2, Ouais, on achète 2 millions 3, excuse-moi, sur Rennes. sur Rennes, ok, On achète 2 millions 3, on vend 3 millions 2, mais sans se prendre la tête. C'est d'accord. coupé en deux. 900 000 euros de Voilà, marge. 900 000, Cool. mais sans se prendre la tête, sans rien faire. Voilà, on est parti une fois, on a visité. Ça a été vendu directement. Comment tu trouves un truc comme ça? Là, c'est un membre de l'UMDB. Le but, Ok, en fait, c'est de les mettre en avant. Je peux te d'accord. parler de mes Ouais, des non, mais c'est bien. opérations avec des grosses marges. Moi, j'achète 600 000, je vends 2 millions d'euros. Ouais. Mais le but, c'est vraiment de mettre aussi en avant les membres de l'UMDB, les personnes qui n'ont jamais fait d'immobilier. Et aujourd'hui, avec notre méthode, vont prospecter, vont récupérer des opérations, on va les accompagner, on va les financer. Et ça permet en fait d'avoir une énergie où on est partout en France, on a des opérations partout en France. Donc on a financé l'opération, on a ressorti l'opération. Eux, c'est leur a mis de pied à l'étrier. Aujourd'hui, ils ont arrêté leur boulot, ils font que du marchand. Ok. Et ils nous fournissent en opération. Et Ça ressemble à quoi un bâtiment à 900 000 euros à Rennes, du coup? Là, c'était 2,3 millions, celui de Pardon, Rennes. pardon. Ouais. C'était un bâtiment de 6500 mètres carrés, voilà, Ok. à l'entrée de Rennes, qui À la était, base, c'était quoi, tu te souviens? c'était une succession, c'était une personne qui avait récupéré le bien en succession. C'est un notaire qui maîtrisait le projet et De derrière. quoi? Enfin, c'était C'était du stockage. du C'était du stockage. stockage, ouais. C'était une boîte de stockage avec des bureaux aussi à côté, très simple. Et on l'a divisé parce qu'il y avait une Toi, très forte demande. toi, t'es venu visiter. J'ai visité. Qu'est-ce que Chaque t'as, fois, je visite. qu'est-ce À que t'as chaque vu? fois, je visite sur place les Ok. produits. J'ai vu la zone, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes et j'ai vu qu'il y avait très peu d'offres. J'ai vu que le produit était de qualité, j'ai vu qu'il était isolé, j'ai vu qu'il y avait des accès, de nombreux accès, qu'on aurait pu le diviser en beaucoup de lots, mais qu'on était en périphérie, donc c'était plus adapté à une PME qu'une TPE. Ok. Et j'ai vu qu'il était déjà divisé naturellement. Il y avait juste une porte à fermer, donc 1000 € de parpaing, rien d'autre, et ça m'allait très bien. Ok. Donc, il y avait déjà les clôtures. Voilà, en fait, il était déjà divisé naturellement, en fait. Ok. Il y avait juste une porte à fermer, rien Trop bien. d'autre. Rien d'autre à faire. Il y avait déjà des compteurs, des présences de plusieurs compteurs sur place. Il y avait tout ce qu'il fallait, donc il n'y avait vraiment rien à faire, un aller-retour sans se prendre la tête. La plus belle affaire, c'est l'affaire où tu rentres et tu sors très rapidement. C'est pas t'achètes, tu développes, après c'est bien d'avoir des cartes de visite quand tu vas faire un site de 60 000 m², quand tu vas faire 150 logements, quand tu vas faire un centre commercial, quand tu vas faire des cellules d'activité. Mais c'est bien aussi de faire des allers-retours rapides. Je pense que quand tu vas commencer le marchand, tu vas commencer à trader. T'achètes, tu revends, t'achètes, tu revends, t'achètes, tu revends. Et après, tu dois avoir des projets phares. On travaille toujours sur un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que je vais avoir un tiers de projets qui vont être long terme, et c'est des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ok. Un tiers de projets où je vais faire une opération classique, j'achète, je revends dans les 2, 3 mois, et je vais avoir un tiers d'express. C'est j'achète, je revends tout de suite. Ok. Quand j'ai dit j'achète, je revends tout de suite, c'est j'ai acheté le matin, j'ai rendu l'après-midi. Parce que j'ai le notaire qui est dans la boucle, qui a fait partir les DIA. J'ai déjà toutes mes promesses qui avaient déjà été signées à l'avance. Donc tout était déjà prêt. On rentre, on sort rapidement. J'ai récupéré mon cash rapidement, et l'opération allait porter une journée, 2 jours, allez, même une semaine, on s'en fout, c'est pas grave. Mais voilà, Ouais. c'est rapide. Plus c'est rapide, mieux c'est. Et le premier tiers dont tu parlais, c'est les OP qui te permettent de te faire connaître, en fait. En fait, c'est bien aussi d'avoir des opérations aussi où tu laisses une trace. Parce que Ouais. ok, le marchand de biens, il est mal vu en France parce qu'on gagne de l'argent, mais derrière, entre guillemets, pour les personnes lambda, on ne crée pas de valeur. Les personnes qui ne comprennent pas, on ne va pas créer de valeur. Alors qu'évidemment, on crée de la valeur puisqu'on derrière, on peut revendre des cellules, on peut revendre des logements, on peut revendre pas mal de produits, on peut récupérer des plateaux de bureaux, les transformer en logement, donc créer aussi de l'habitation. On sait très bien qu'on a un gros problème d'habitation en France. Peu importe ce qu'on va faire, on va créer de la valeur. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on va prendre ce tiers, ce produit où on va aller jusqu'au bout des choses, on va être aménageur, on va créer des routes, on va faire des transfos, on va redonner vie à un quartier. Mais là, on fait la différence parce qu'on a une carte de visite. Parce que lorsqu'on a fait 50 000 m², 60 000 m², on a fait des quartiers complets, on a créé des centaines de logements, on a créé des centaines de cellules d'activité, on a créé de Ouais. l'emploi dans un quartier. Ça a de l'impact. On a de l'impact, on va voir n'importe quelle ville à côté. Quand ils sont normalement constitués, ils vont comprendre le truc et ça va
et ça va rouler. Évidemment, il y a des communes, et ça je le regrette, qui vont préempter parce qu'ils ne comprennent pas et parce que le maire veut maîtriser, et c'est une connerie, quoi. C'est une connerie, et c'est pour ça en fait qu'on a beaucoup de friches qui sont à l'abandon en France. Ok. Voilà. Mais cette carte de visite aujourd'hui nous permet de réaliser des opérations partout en France. Et par exemple, en Île-de-France, près de chez toi, on a récupéré encore 5000 mètres carrés avec cette carte de visite. Et on a été choisi, nous et pas un autre, parce qu'on avait cette carte de visite où on va créer l'emploi. Ok. Sur des OP où potentiellement, du coup, tu as un petit peu de transfo à faire, c'est quoi les travaux que tu peux avoir à faire? Séparation, on va avoir des séparations. Donc, c'est poser des